temps de sa réponse lui commanda de se coucher et de ne se pas lever qu'il ne vît le soleil et qu'il n'eût entendu une sonnette d'or. Tu déjeuneras avant de partir, lui dit-il encore, et tu peux emporter une rose pour la belle. Le cheval qui te doit porter sera prêt dans la cour. Je compte te revoir dans un mois, pour peu que tu sois honnête homme. Adieu. Si tu manques de probité, je t'irai rendre visite. Le bonhomme, de peur de prolonger une conversation déjà trop ennuyeuse pour lui, fit une profonde révérence à la bête, qui l'avertit encore de se ne point inquiéter du chemin pour son retour, qu'au temps marqué le même cheval qu'il monterait demain matin se trouverait à sa porte et suffirait pour sa fille et pour lui. Quelque peu d'envie que le vieillard eût de dormir, il n'osa passer les ordres qu'il avait reçus. Obligé de se coucher, il ne se leva que quand le soleil commença de luire dans sa chambre. Son déjeuner fut prompt. Ensuite il descendit dans le jardin cueillir la rose que la bête avait ordonné qu'il emportât. Que cette fleur lui fit répandre de larmes! Mais par la crainte de s'attirer de nouveaux malheurs, il se contraignit et fut sans retardement chercher le cheval qui lui avait été promis. Il trouva sur la selle un manteau chaud et léger. Il y fut bien plus commodément que sur le sien. Dès que le cheval le sentit assis, il partit avec une vitesse incroyable. Le marchand, qui dans un instant perdit de vue ce fatal palais, ressentit autant de joie qu'il avait eu la veille de plaisir à l'apercevoir, avec cette différence que la douceur de s'en éloigner était empoisonnée de la cruelle nécessité d'y retourner. À quoi me suis-je engagé, dit-il, pendant que son coursier le portait avec une promptitude et une légèreté qui n'est connue que dans le pays des contes. Ne valait-il pas mieux que je devinsse tout d'un coup la victime de ce monstre altéré du sang de ma famille? Par une promesse que j'ai faite, aussi dénaturée qu'indiscrète, il m'a prolongé la vie. Est-il possible que j'aie pu penser à sauver mes jours aux dépens de ceux d'une de mes filles? Aurais-je la barbarie de l'emmener pour l'avoir sans doute dévorée à mes yeux? Mais tout d'un coup s'interrompant lui-même, eh malheureux, s'écriait-il, est-ce ce que je dois le plus craindre? Quand je pourrais dans mon cœur faire taire la voix du sang, dépendrait-il de moi de commettre cette lâcheté? Il faut qu'elle sache son sort et qu'elle y consente. Je ne vois nulle apparence qu'elle veuille se sacrifier pour un père inhumain, et je ne dois pas lui faire pareille proposition, elle est injuste. Mais je veux que l'affection qu'elles ont toutes pour moi en engageât une à se dévouer. La seule vue de la bête ne détruirait elle pas sa constance, et je ne pourrais m'en plaindre. Ah, trop impérieuse bête, dit-il avec exclamation. Tu l'as fait exprès en mettant une condition impossible au moyen que tu m'offres pour éviter ta fureur et obtenir le pardon d'une faute aussi légère. C'est ajouter l'insulte à la peine. Mais, continua-t-il, c'est trop y penser. Je ne balance plus, et j'aime mieux m'exposer sans détour à ta rage que de tenter un secours inutile et dont l'amour paternel est épouvanté. Reprenons, continua-t-il, le chemin de ce funeste palais. Et dédaignant d'acheter si cher les restes d'une vie qui ne pourrait être que misérable avant le mois qui nous est accordé, retournons terminer dès aujourd'hui nos malheureux jours. À ces mots, il voulut revenir sur ses pas, mais il lui fut impossible de faire retourner bride à son cheval. Se laissant malgré lui conduire, du moins il prit le parti de ne rien proposer à ses filles. Déjà de loin il voyait sa maison, et se fortifiant de plus en plus dans sa résolution, je ne leur parlerai point, disait-il, du danger qui me menace. J'aurai le plaisir de les embrasser encore une fois. Je leur donnerai mes derniers conseils. Je les prierai de bien vivre avec leurs frères, à qui je recommanderai de ne les pas abandonner. Au milieu de ses rêveries, il arriva chez lui. Son cheval, revenu le soir précédent, avait inquiété sa famille. Ses fils, dispersés dans la forêt, l'avaient cherché de tous les côtés, et ses filles, dans l'impatience d'en avoir des nouvelles, étaient à leur porte pour s'en informer au premier qu'elles verraient. Comme il était monté sur un magnifique cheval et enveloppé d'un riche manteau, pouvaient-elles le reconnaître? Elles le prirent d'abord pour un homme qui venait de sa part, et la rose qu'elles aperçurent attachée au pommeau de la selle acheva de les tranquilliser.
lorsque ce père affligé se trouva plus proche, elles le reconnurent. On ne songea qu'à lui témoigner la satisfaction qu'on avait de le voir de retour en bonne santé. Mais la tristesse peinte sur son visage et ses yeux remplis de larmes qu'il s'efforçait en vain de retenir changèrent l'allégresse en inquiétude. Tous s'empressèrent à lui demander le sujet de sa peine. Il ne répondit rien autre chose, sinon que de dire à la belle en lui présentant la rose fatale: voilà ce que tu m'as demandé. Tu le payeras cher aussi bien que les autres. Je le savais bien, dit l'aînée, et j'assurais tout à l'heure qu'elle serait la seule à qui vous apporteriez ce qu'elle demanderait. Pour forcer la saison, il n'a pas fallu donner moins que ce que vous auriez employé pour nous 5 ensemble. Cette rose, selon les apparences, sera flétrie avant la fin du jour. N'importe à quelque prix que ce fût, vous avez voulu satisfaire l'heureuse belle. Il est vrai, reprit tristement le père, que cette rose me coûte cher, et plus cher que tous les ajustements que vous souhaitiez n'auraient coûté. Ce n'est pas en argent, et plutôt ciel que je l'eusse acheté de tout ce qui me reste de bien. Ce discours excita la curiosité de ses enfants et fit évanouir la résolution qu'il avait prise de ne pas révéler son aventure. Il leur apprit le mauvais succès de son voyage, la peine qu'il avait eue à courir après une fortune chimérique, et tout ce qui s'était passé dans le palais du monstre. Après cet éclaircissement, le désespoir prit la place de l'espérance et de la joie. Les filles, voyant par ce coup de foudre tous leurs projets anéantis, poussèrent des cris épouvantables. Les frères, plus courageux, dirent résolument qu'ils ne souffriraient point que leur père retournât dans ce funeste château, qu'ils étaient assez courageux pour délivrer la terre de cette horrible bête, supposé qu'elle eût la témérité de le venir chercher. Le bonhomme, quoique touché de leur affliction, leur défendit les violences en disant que puisqu'il avait donné sa parole, il se donnerait la mort plutôt que d'y manquer. Fin de la deuxième partie, lue par Ezoie, en Belgique, en mai 2009.